M. Thomas Louak a fait tomber le pays dans une sorte d'escroquerie. Parce que si l'État congolais n'est pas en mesure de respecter le contrat qu'il a fait avec d'autres pays, c'est dangereux. Parce que nous avons des étudiants étrangers qui ont des passeports congolais, pardon, des passeports de leur pays. Ils sont venus vivre au home, ils n'ont pas d'attache de famille ici. Vous voulez les déguerpir sans indemnisation. Ils vont aller où? Ils font comment? Ils ne peuvent pas aller dans leurs ambassades parce que ce n'est pas normal. Donc l'État devient irresponsable parce que l'État dit, on signe un contrat d'hébergement et vous délogez les gens en violant un accord de façon unilatérale. Ça ne marche pas. Ce n'était pas aussi une mesure de pallier à certains problèmes, notamment à la mauvaise condition de vie des étudiants dans des différents hauts. Non, c'est pas comme ça qu'on fait les choses. Si on veut vraiment faire les choses, c'est pas comme ça. Mais là, je vous parle de notre situation. Il y a des enfants qui viennent des étrangers, qui viennent de l'étranger. Moi qui vous parle, je viens de Mbandaka. J'étais étudiant à l'UNIKIM venant de Mbandaka sans attache ici. Alors je me pose la question, si ces décisions étaient tombées quand j'étais étudiant, j'allais faire comment? J'allais aller où? Est-ce que vous imaginez un peu ce qui va arriver après? Nos jeunes filles, vous les forcez dans la fornication? Parce que ces jeunes filles-là, au lieu de rentrer chez elles, elles ne peuvent pas rentrer chez elles. Vous savez ce qu'elles font maintenant? Elles vont dans les périphéries, vivre avec les garçons qui vivent dans Mbanzalemba. Elles sont contraintes d'aller vivre comme ça. Donc vous forcez les gens dans la fornication, dans la publicité. C'est vous qui le faites. Et après, il y aura des avortements, parce qu'il y en a d'autres qui ne supporteront pas les grossesses. Il y en a d'autres qui vont mettre au monde parce qu'elles ne pourront pas avorter. Donc, vous créez une situation beaucoup plus difficile que celle qui était avant. Non, je propose ceci. Que le président de la République, le gouvernement comprenne qu'il y a lieu d'affecter 2 hommes. Il est temps maintenant de dire, on prend 2 hommes et nous allons suivre régulièrement la situation des étrangers. Qu'on place les étrangers là-bas et les hommes et les étudiants congolais qui viennent des provinces. Eux, on peut trouver une mesure de grâce pour eux. On dit, nous les plaçons dans 2 hommes, les femmes et les hommes, et puis ils peuvent rester là-bas le temps qu'on fasse des choses. Mais il y a un élément important que les gens oublient. Une chambre homme coûte. Est-ce que vous imaginez l'argent qui rentre là-bas? Donc, s'il n'y a jamais eu de réflexion et de réhabilitation de hommes, c'est parce que les gens bouffaient l'argent. Donc, n'allez pas chercher le problème ailleurs. Le problème aujourd'hui, c'est parce que le gouvernement a pris une décision irréfléchie. Mais je condamne avec la dernière énergie le fait que les étudiants puissent brûler les bâtiments et surtout qu'ils puissent abattre les policiers. Nous demandons au gouvernement de traquer ce monsieur qu'on a vu sur la vidéo qui s'appelle étudiant, de le condamner à mort et à la RTNC. Parce que quand on a abattu... On l'a identifié comme un couloir du quartier. Ou pas de problème. Mais il a fait ça, que ça passe à la télévision nationale, que tous les étudiants comprennent que quand on va étudier, on ne va pas saccager. Parce que détruire les banques, ce n'est pas étudier. Détruire le bureau académique, ce n'est pas étudier. Donc je crois à un moment donné, il faudrait donner des mesures, prendre des mesures exemplaires pour les autres. Mais en même temps, je termine, le policier qu'on a vu jeter la pierre sur les étudiants, ce policier doit être radié aussi de la police parce que ce n'est pas un policier, c'est un bandit. L'arme à gaz, la non, il ne peut pas. Moïse Moussangana, après l'expiration de l'ultimatum du gouvernement pour le délogement des étudiants au home de l'université de Kinshasa, on a remarqué que tous les étudiants sont presque dans la rue, les étudiants surtout, les étrangers et même les étudiants nationaux qui sont venus de différentes provinces de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, ils sont dans la rue. Comment jugez-vous, comment analysez-vous la mesure du gouvernement qui leur a donné 48 heures justement pour déloger le home? Écoutez, moi je comprends bien l'émotion de mon co-débatteur Bossembe, mais il faut dire que lui n'a jamais été victime d'une fermeture. Moi j'ai été victime d'une fermeture à l'UBTP, l'année académique 1979-1980. Nous avons été victimes de la fermeture et même c'était presque toutes les institutions universitaires de la capitale ont été fermées à cette période. Dans la dictature. Ok. Donc je voudrais dire, mais il ne faut pas parler avec émotion sur cette affaire-là. Je crois qu'il faut aussi analyser les faits. Je voudrais bien que les étudiants revendiquent, mais certains faits qu'il y a eu vont au-delà de la revendication. Qu'est-ce que la succursale de la BCDC a à faire dans la revendication des étudiants? Ce n'est pas la succursale de la banque, ce n'est pas la BCDC qui a monté les frais, qui a haussé les frais. Mais pourquoi on va saccager jusque même à forcer les coffres? Il y a quelque chose qui ne va pas. Il parle de bâtiments qui ont été brûlés. Ça veut dire que la situation était explosive. Et qu'est-ce que le gouvernement fait? Il laisse cette situation-là pourrir,
Parce que le jour suivant, les étudiants voulaient descendre même dans le plateau des professeurs. Et qu'est-ce qu'il fallait faire? Je crois qu'il y a des choses, quand on est aux affaires de l'État, et quand on n'est pas aux affaires de l'État, on a parfois certaines lectures différentes. Dans une situation qui est en train de virer à l'explosion, on fait quoi? On prend des mesures conservatoires. Elles peuvent être dures. C'est un fait. J'ai de la compassion pour les jeunes gens. Donc vous êtes aligné avec le gouvernement par rapport à c'est une mesure, j'ai dit ceci, c'est une mesure conservatoire parce que la situation était en train de virer à l'explosion. Parce que la première journée, je venais de dire, c'est qu'il y a eu le lynchage d'un policier, on a dévasté, on a vandalisé une banque, jusqu'à même à forcer le coffre, et le jour suivant, c'était une descente sur le plateau des professeurs. Qu'est-ce qui pouvait advenir? Alors, qu'est-ce qu'il fallait faire? Est-ce que dans cette situation-là, on s'est distingué? Qui est étranger, qui n'est pas étranger, qui n'a pas de parents ici? Non, on veut d'abord créer une certaine sérénité. On prend cette mesure-là, qui est dure. J'ai de la compassion, je voudrais dire, pour ces jeunes gens, j'ai de la compassion. Ça voudrait dire aussi quoi? Ça voudrait dire que tout cela aussi dénote un peu aussi ce qu'il y a aussi comme niveau. Attends, vous savez, il faut peut-être dire les choses crûment, peut-être elles peuvent changer. Parce que aujourd'hui, vous savez que dans nos universités aujourd'hui, vous ne trouverez pas par exemple un fan club Einstein, un fan club Newton, un fan club Moudimbe, mais vous allez trouver des fan clubs JB, vous allez trouver des fan clubs Werason, ça veut dire quoi? Ça veut dire foi. Quel est le niveau de l'étudiant que nous avons aujourd'hui? Alors que cet étudiant-là est la relève de demain. Donc je crois que les étudiants... Vous gardez le micro. Vous avez parlé d'une mesure conservatoire. Aujourd'hui, les étudiants sont dans la rue. Il y a d'autres qui sont chez eux à la maison. Mais lorsque le gouvernement parle depuis plusieurs années, qu'ils travaillent même et qui logent dans ces hommes-là, nous le savons. Il y a même des gens qui hébergent leurs frères de la cité dans ces hommes-là. Est-ce que, bon, c'est tout cela, c'est une situation confuse à telle enseigne qu'à un moment donné, on ne sait pas qui est étudiant, qui n'est pas étudiant. Aujourd'hui, c'est la thèse, non, c'est les Koulouna et consorts. Mais des fois, il y a certaines actions, parce qu'il faut être toujours aussi prévenir, il y a certaines actions qu'on peut enclencher et des tiers peuvent en profiter. C'est le cas peut-être. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Je crois qu'il fallait prendre une mesure conservatoire et on va voir petit à petit qu'est-ce qu'il faut faire. Christian Moussendor parle de mesures conservatoires. On ne sait pas si c'est on se dirige vers une année blanche parce qu'il y a certains étudiants qui doivent défendre leur mémoire et puis d'autres attendent la collation des grades académiques. D'un clin d'œil, il y a eu cette mesure. C'est de l'arbitraire. Rien n'explique cette mesure, c'est de l'arbitraire. Vous ne pouvez pas imaginer dans un pays que ceux qui sont censés diriger le pays prennent des mesures comme ça à la légère. Laissez-moi vous dire un élément important. Aujourd'hui, on parle de cette histoire. On dit qu'il y avait une situation de trouble terrible à l'UNIKIN. Attendez, il y a cela une année ou 2 ans. Quand mourait Yancent, quand mourait Rodrigue à l'UNIKIN, j'ai répertorié plus de 78 morts depuis le Kabila était au pouvoir. Plus de 78 morts à l'UNIKIN. Combien de fois l'UNIKIN a été fermé à ce moment-là? Il y a une situation de trouble quand le policier décède et pas quand les étudiants meurent. Est-ce que quand les étudiants étaient abattus comme des chiens à l'université de Kinshasa, on avait fermé la police? Est-ce qu'on avait fermé la police? On avait fermé le Moura? Pourquoi on va fermer l'UNIKIN? Parce qu'un policier est décédé. Je condamne avec la dernière énergie cet acte de vandalisme contre la BCDC, contre le bureau et surtout contre le policier. Mais nous ne devons pas amalgamer. La police n'avait pas besoin d'entrer dans le site universitaire. Le gouvernement congolais ne maîtrise rien. Ils ont pris cette mesure à la va-vite et ça commence à payer. Le coût, c'est lequel? Le coût politique, il est où? Le coût politique, c'est que je disais, revenons un matin, et Martin Fayou dit, bon d'accord, je vais ouvrir mon hôtel et je donne 200 logements aux étudiants des Guerpis étrangers ou qui viennent dans la province. Moi, je prends 100, je prends 200. Qui perd en termes de légitimité?
ça sera Félix Tshisekedi, ça ne sera pas Louaka. En fait, c'est un jeu politique qu'on mène à Félix pour détruire son image. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a des informations qui disent Félix est en train de vous punir parce que vous n'avez pas... Vous parlez d'une instrumentalisation politique. Permettez-moi de finir. Ce qui s'est c'est que Bala Unikin, Boza sur la Mouka, Félix a punir Binopo pour voter qui était. C'est ça qu'on fait passer sous le tapis. Et ici, il faudrait des gens, des vrais stratèges pour qu'ils démontrent cela. Et si Félix Tshisekedi n'avait pas dit, parce qu'il rencontre les étudiants aujourd'hui, et vous allez nous donner raison, Félix Tshisekedi va trouver des solutions assez rapides, parce que cette histoire, c'est politique, ça n'a rien à voir. Les frais académiques, c'est la raison pour laquelle les gens se sont fâchés. Nous protestons, je condamne la tournure des revendications, mais la raison principale, c'est la flambée des prix. Merci. Si c'était cette mesure, on ne serait pas là. Merci Christian Bossémé, fidèle téléspectateur et puis auditeur, vous qui nous suivez sur la 96.8 MHz. Vous pouvez nous envoyer vos préoccupations, vos messages sur le numéro 089 61 52 634. Donc 089 61 52 634, c'est le numéro à travers lequel vous pouvez envoyer vos préoccupations par message texto. N'appelez pas sur ces numéros, donc écrivez-nous tout justement votre préoccupation qui sera lue en direct à cette émission. Yves Bouya est avec nous aussi, il est coordinateur de CNews. Yves Bouya, cette mesure, est-ce que c'est venu à la va-vite avec ou bien c'était une forme pour aussi le ministre Thomas Louaka de se dédouaner de l'affaire dans le sens où il a laissé la responsabilité aux institutions publiques. Lui, lors du conseil des ministres, il est passé à la télé justement pour fixer le frais académique à 164 000 francs congolais pour les classes de recrutement et puis 192 000 francs congolais pour les classes montantes, en laissant à la charge les autorités des institutions publiques de voir, selon le besoin qui se présente dans leurs universités, de voir à la hausse purement de l'amateurisme au sommet de l'État. Quand je vois d'abord, par exemple, la décision du ministre Thomas Louaka, quand il parle du conseil des ministres, les derniers conseils des ministres avaient eu lieu à Zongo. Les problèmes de l'UNUKI n'avaient jamais été débattus. D'abord, c'est ça. Où est-ce que ces problèmes de l'UNUKI avaient été débattus? J'avais suivi les comptes rendus du dernier conseil des ministres qui avait vécu à Zongo. Je n'avais nullement entendu parler de ces problèmes de frais académiques qui secouent l'UNUKI aujourd'hui dans les universités du pays. Et de deux, il y a un problème de communication. Les étudiants payaient ces frais académiques autour de 92. Subitement, on fixe les taux à 17. Ça pose un problème. Il y a majoration des prix. Est-ce que Thomas Louaka avait-il communiqué cette décision aux étudiants? À la coordination, je ne pense pas. De trois, le vrai problème ne serait pas aujourd'hui de fermer l'UNIKID. C'est de revenir à la décision controversée aujourd'hui qui a donné lieu à des échauffourées entre les étudiants, le professeur et le gouvernement. Ce n'est pas fermer l'UNIKID, c'est de revoir la décision. Il y a certaines personnes qui réclament même la tête déjà de Thomas Louaka. Écoutez, à la démission. Thomas Louaka, c'est un phénomène, c'est un cas. D'abord, il prend une mesure qui suscite des tollés de ventes dans l'opinion. Les gens sont contre ces mesures. Il dit, je ferme l'UNIKID. Il y a une autre mesure, il faut que les étudiants quittent les hommes. C'est un processus pour quitter les hommes. Il donne 48 heures. Il donne 48 heures. 48 heures. Nous avons des étudiants qui viennent de l'intérieur, qui sont sans famille. Le temps pour ces étudiants de prendre leur fait, de quitter l'UNIKID, ça doit prendre du temps. Thomas Louaka, il trouve que sa décision a créé des vagues dans l'opinion. Il dit il y a une infiltration, on doit identifier les étudiants. La pire des bêtises, c'est laquelle? Après le compteur de la police, on trouve des armes. Mais ne me dites pas que ces étudiants-là étaient des militaires, que ces étudiants-là savaient manipuler des armes. La pire des bêtises. Il ne faudrait pas aujourd'hui jeter de l'opprobre à ces étudiants qui étudient d'abord dans la mission de le fait que l'UNIKID hébergeait même les criminels. Hein. Non, 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 ça c'est un prétexte.
Ouaka, c'est quelqu'un qui était dans la rébellion. Il connaît il a toutes les stratégies. C'est un militaire Ouaka. Un militaire bien formé. Il connaît les renseignements. C'est lui qui sait manier l'art. C'est lui qui sait manier l'art. Quand j'entends même parler le commissaire provincial de la police Kassomo, non, les armes trouvées, ce ne sont pas ces armes, nous ne les utilisons pas. Ça, ce sont des choses boutiquées dans le laboratoire pour aujourd'hui donner de la thèse à la décision de Ouaka de fermer. Merci beaucoup. Moïse Sangana, Christian Bosséblé, vous avez une minute, justement je voudrais qu'on ne parle pas avec nos cœurs dans cette affaire. Je vous dis ceci. J'étais consultant du groupe d'études sur le Congo, un bureau d'études qui dépend du département des relations internationales de l'université de New York. Vous connaissez le budget de l'université de New York? $1 milliard. Et j'étais payé, pendant que j'étais payé plus qu'un professeur d'université congolais. Non, je veux pas ça. C'est ce que je vous dis. Parce que tout ce que nous sommes, quel est le budget de l'université de Kinshasa? Parce que nous parlons sans mettre le doigt dans de la plaie, sans vraiment, relever les vrais problèmes. Les vrais problèmes vont là-bas. Parce que si nos universités avaient des budgets élevés, les professeurs ne se rabattraient pas sur le frais des étudiants pour allonger leur mois. Donc tout part de là. Et tout est en train de partir de là. Donc c'est pourquoi je dis qu'il ne faut pas que nous parlions avec nos tripes dans cette affaire ici. Donc nous connaissons la situation du pays, parce qu'autrefois, du temps où Moudikai était ministre de l'enseignement supérieur universitaire, on a payé ce frais-là au taux forfaitaire de 920 francs les dollars. Il a fallu que le gouvernement supplée. Est-ce que le gouvernement a-t-il suppléé à cela? Est-ce que ça a résolu pour autant le ce qu'on vient de prendre comme mesure? Il ne faut pas oublier que cette situation était en train de virer à l'explosion, au rouge, et il fallait que le gouvernement intervienne. La décision, on peut dire, elle peut être ceci, elle peut être cela, mais j'ai suivi Thomas Louaka lui-même, en lisant le communiqué, il dit très rapidement, ils vont faire en sorte que les étudiants reprennent. Donc, très rapidement, nous n'avons pas le même langage que le FCC. Kabila nous a dit incessamment il allait faire le gouvernement. On a tapé ça veut prendre une année. On a tapé un an. Rapidement, ça veut dire quoi? Rapidement, ça veut rien dire. Ici, il faut reconnaître que M. Thomas Louaka se trompé. Et M. Thomas Louaka n'est pas à sa première. Il nous a coupé l'Internet. Il avait même besoin de prendre nos téléphones. Il a coupé l'Internet. Alors que lui, à l'époque, il disait que celui qui a coupé l'Internet était un fou. Et lui, à son tour, il a coupé l'Internet. Et voici qu'aujourd'hui, il va encore couper, envie de couper l'UNIKIN, on va le dire comme ça. Parce que déguerpir les étudiants, c'est une décision illégale. C'est illégal, ça viole la loi. Ça viole la loi. Il y a un groupe d'avocats qui a porté plainte, qui a amené l'affaire au niveau de la cour de cassation. Et il devrait tout simplement d'abord aller au dialogue social. Il aurait pu, si j'étais le conseiller de M. Louaka, je lui aurais demandé d'abord de faire un mémorandum, si possible, de rencontrer les étudiants corps par corps, parler avec eux. Et généralement, les décisions qu'on prend une année, on l'applique l'année prochaine. Il n'y avait pas d'urgence. Il pouvait dire aux étudiants, voici les conditions dans lesquelles l'université vit. L'université n'a pas de moyens pour ceci et pour cela. Nous voulons augmenter le prix. On va le faire l'année prochaine. Préparez-vous pendant toute une année, parce que l'année prochaine, on aura par exemple $400. Ça n'aurait pas posé un problème. Le problème, c'est quand on veut tout commercialiser. C'est ça le plus grand problème. Et c'est ce qui a dérangé les gens. La situation du déguerpissement, ce n'est pas une raison. Moi, j'ai vécu à l'UNIKIN pendant 2 ans. J'étais ministre de la Justice et ministre de l'Intérieur. On connaît qui est qui à l'UNIKIN. Nous connaissons qu'à l'UNIKIN, il y a des gens, des étudiants qui ne sont pas des étudiants de l'UNIKIN. Il y en a d'autres qui ne sont pas étudiants tout simplement. Mais cette question peut être résolue dans 1 ou 2 heures si vous êtes sérieux. Est-ce que l'UNIKIN héberge le criminel? Non, si vous dites que l'UNIKIN héberge des criminels, eh bien c'est un aveu de puissance. Un État ne peut pas dire qu'au sein de son université, les criminels vivent partout. Ces criminels qui enlèvent, qui kidnappent les filles ici, vivent-ils à l'UNIKIN?
Mais est-il la Lumikine? Ceux qui prennent les gens, qui violent les enfants à l'est du pays, sont-ils la Lumikine? C'est le seul endroit où ça héberge les criminels? Non. Les vrais criminels, sont... S'il vous plaît, les vrais criminels participent au conseil des habitants, parfois, qui n'ont pas d'électricité comme il faut, qui n'ont pas de bancs et qui étudient même les sols. C'est eux qui sont des victimes et c'est le gouvernement qui est responsable. Merci. Et ce n'est pas de l'émotion en leur disant comme ça. Ce n'est pas de l'émotion. C'est la pure raison. Parce que je crois que si on ne sait pas prendre les choses au sérieux, demain, ça risque d'être dangereux pour nous. Nos étudiants doivent du respect. On doit du respect à nos étudiants. Il ne faudrait pas aujourd'hui qu'on dise que ces étudiants-là sont des criminels. Je proteste parce que moi, je suis un étudiant, je n'étais pas criminel. Je n'ai pas étudié avec des criminels. On est turbulent, oui. On est parfois assez turbulent, oui. On est peut-être assez vagabond, oui, mais on n'est pas de criminels. Merci Christian Bossembe. On va prendre le deuxième sujet de cette émission. En crise dans les institutions au Congo central, en Ituri, au Sankourou et au Lomami. En sa qualité de président de la commission interministérielle ad hoc constituée notamment par les premiers ministres, vice-premiers ministres donc à charge de la justice, Tundawaka Sende a lancé hier une série de réunions dans le but de restaurer la paix dans ces provinces. Yves Bouillard, vous avez la parole. Qu'est-ce qui se passe réellement dans les assemblées provinciales de la République démocratique du Congo, Congo central, Ituri, Sankourou? Est-ce qu'il se pose un problème de coalition FCC cache, comme disent certains, ou comment aplanir les divergences qui règnent au sein des assemblées provinciales? Maxime, d'abord, j'aimerais, avant de répondre à ta question, j'aimerais un peu ouvrir une petite brèche à la suite de la réflexion dégagée par mon aîné Moïse Moussangania, qui a dit que Moussangana Sori d'avoir massacré votre nom, qu'il a été à New York, il était consultant. Non, je n'ai pas dit que j'étais à New York. J'ai dit que j'étais consultant, où il était mieux payé. Un groupe d'études. Oui, il était mieux payé. Voilà. Il était très mieux payé. La société congolaise aujourd'hui, nous avons quel type de société? Nous devons donner aujourd'hui quel système d'éducation aux Congolais? Quel système? On ne peut pas dire à un parent qui est très mal payé de payer très cher les études académiques. On ne peut pas dire ça à un parent. C'est aux politiques de discuter cela. Nous avons un pouvoir d'achat faible. Nous avons une société dont le pouvoir d'achat des parents est faible. On ne peut pas aujourd'hui taxer ces pauvres parents. On ne peut pas. On ne peut pas nous comparer aujourd'hui les niveaux de la société. Vous comprenez? C'est là où les politiques doivent discuter. Ce n'est pas seulement une politique. C'est juste sur la crise au sein des assemblées provinciales en RDC. Sankourou, Ituri, Lomami. Qu'est-ce qui se passe? Maxime, le seul mot dans ces bêtises des institutions, c'est pourquoi nous avons en face de nous une coalition anti-peuple, une coalition anti-sociale, au-delà même une coalition incestueuse, cette coalition. J'ai été parmi les premiers journalistes de dénoncer cette coalition. Parce que vous non, mais les faits sont là. Les faits sont là, Maxime. Nous avons d'abord un premier fait. Nous avons un premier ministre qui met en place une commission ad hoc pour trouver des problèmes dans des solutions dans les différentes provinces. Au lieu, il y a un VPN en charge de la territoriale. Au lieu de confier cette commission aux responsables de la territoriale, il confie la commission entre les mains de notre ministre. C'est déjà un problème. Il y a un seul ministre de l'Intérieur, c'est M. Gilbert Kakonde. M. Tunda est ministre de la Justice, VPN de la Justice. Le deuxième fait, nous avons des ministres et vice-ministres issus de différents partis qui se battent, qui s'insultent presque tous les jours. Vous avez le cas des ministres des Finances et son adjoint. Vous avez aujourd'hui le FCC qui destitue un gouverneur. Mais aujourd'hui, la coalition cache, protège ce gouverneur. Mais quand il gratte, selon certaines indiscrétions, il est dit que M. Atou Matouana aurait
je confirme, Il faut aussi voir aussi les paramètres sur... J'en viens. Aurait adhéré à l'UNC. Quand tu parles du paramètre, c'est très simple. Quand le PGR avait écrit au président de l'Assemblée provinciale du Congo central, M. Matousila, d'élever les immunités de M. Atou Matoumouala et de son adjoint, de son colistier, qu'est-ce que ces députés avaient dit? Ils avaient complètement refusé. Ils ont protégé Atou de toute poursuite judiciaire. Ils ont refusé. Mais quand ils ont reçu des ordres du FCC, entre Kabila et Félix, qui vont se donner des coups de poing, qui vont se chamailler, et le peuple dans tout cela sera perdant. Moïse Moussangana, qu'est-ce comprendre juste de cette crise? Je crois qu'on doit s'interdire d'être propagandiste. Nous sommes ici pour pouvoir éclairer l'opinion. Je voudrais dire ceci. Est-ce que nos députés provinciaux savent pourquoi ils sont dans les assemblées provinciales? Est-ce qu'ils comprennent même qu'est-ce que la décentralisation? Parce que le tout part de là. Même au niveau national, est-ce qu'on sait qu'est-ce que la décentralisation? C'est ça tout le problème, parce que au niveau national, il se pose un problème. Au niveau national, on n'arrive pas à comprendre que au niveau décentralisé, c'est un autre pouvoir qui n'a rien à voir avec le pouvoir au niveau national. Donc il se pose des problèmes. Parlons de cette histoire de Atou Matoumouala. Qu'est-ce qui se passe? Quand le procureur général de la République adresse son réquisitoire à l'Assemblée provinciale, l'Assemblée provinciale dit non, fait un vote qui demande qu'on arrête les poursuites contre Atou... C'est comment il s'appelle? Atou Matoumouala. Ok. Alors, maintenant, on vise la procédure et on demande que Atou Matoumouala, quel que soit les crimes qu'il aurait commis, on demande qu'il parte. Non. Non, ça ne peut pas se faire. C'est ça, par exemple, qu'a été la position de Gilbert Kankonde. Mais comme il venait de le dire, il y a eu peut-être un mot d'ordre du côté du FCC et qu'on sort. C'est là où c'est là où je voudrais dire, est-ce que nous comprenons comment fonctionne non, ce n'est pas question d'Atou Matoumouala, je ne la soutiens pas, mais je voudrais dire ceci, c'est ce qui est fondamental, parce que quand vous entendez le discours des uns et des autres, vous comprenez que les gens ne comprennent même pas. Qu'est-ce que la décentralisation? Les députés provinciaux ne savent même pas qu'est-ce qu'ils font à l'Assemblée provinciale, y compris même le gouvernement provincial, ne savent même pas. Qu'est-ce qu'ils doivent faire? C'est ça tout le problème. Qui doit les apprendre? Alors, tout ça? Écoute, vous savez, qui doit les apprendre tout ça? Écoute, c'est grave, hein, c'est que vous dites. Non, mais c'est ça la réalité. La réalité, c'est là. Le problème vient d'où? Le problème vient d'abord de nos partis politiques. Nos partis politiques ne sont pas des écoles d'apprentissage de la politique même ou de la démocratie. Non. Le problème vient de là. Le problème vient de là. Vous savez que nos partis politiques alignent parfois des candidats aux élections. Et ces candidats-là ne connaissent même pas le mode, le système électoral. Il y a des gens qui vous demandent qu'est-ce que le système proportionnel. Christian Bouchembe, est-ce qu'il y a aussi cette inquiétude, parce que ça fait jaser dans des milliers politico-administratifs de notre pays, le fait pour le Premier ministre de charger Tunda Kassende, qui est vice de VPM en charge de la justice, en lieu et place de Gilbert Kankonde, qui est en la charge de la territoriale. La politique corrompt tout, malheureusement. Quand vous tombez dans la politisation de tout, eh bien, vous avez ce que vous avez. Je vais vous dire la vérité, peut-être qu'on ne veut pas le dire. Entre le FCC et Cash, il se cherche qui va battre l'autre. C'est ça le problème. La politique, la gestion de la République, elle est aujourd'hui
politisé. Ça veut dire, ne donnez pas à Gilbert Kakonde les prérogatives qui lui sont dues, parce que si vous le laissez, vous le laissez faire, on aura des problèmes. Il faut donc désorganiser la chose, donner au ministre de la Justice une fonction dont il n'a pas compétence. Et du coup, nous mettons toutes les résolutions que vont produire monsieur le ministre, ça va être des propositions inutiles et illégales. C'est ça le plus grand problème. Mais au départ, c'est que qu'est-ce que nous avons envoyé dans nos assemblées nationales? Parce qu'ils savent dans leur tête qu'ils ne pourront jamais être président de la République. Aucune personne qui viendra du FCC ne sera président aujourd'hui. Tout le monde le sait. Maintenant, ils veulent conserver leur pouvoir au niveau parlementaire. Ils veulent conserver leurs assemblées provinciales à ce niveau-là. Mais il faut leur dire que le temps a changé. Ils ont peur du débauchage parce qu'ils pensent que s'ils laissent Gilbert Kakonde faire le travail, s'ils laissent Félix Tshisekedi faire le travail, il va rafler les députés. Leurs députés sont instables. Il n'y a pas un parti politique qui a des frustrés comme le PPRD. Il n'y a pas une plateforme politique qui connaît des frustrés comme au niveau du FCC. Alors le combat là-bas, c'est le combat de deux forces. Il y en a la première force, c'est celle qui ne veut pas changer les choses. La première force veut garder les mêmes habitudes. Voler, corrompre, déstabiliser, radicaliser, mais qui sont condamnés à vivre ensemble. Ils sont pas frères. Et je crois que cette alliance, moi je le dis toujours, ce n'est pas Tshisekedi qui va rompre cette alliance. Cette alliance sera rompue par les temps. Ça sera rompu par les temps parce que tout le jour qui passe, les fausses communes parlent. Tout le jour qui passe, les larmes de Congolais parlent. Tout le jour qui passe, les crimes qui passent. Non, ce n'est pas bon vent à cette coalition. Il n'y a pas de vent là-bas. Dans cette coalition, je t'aime moi non plus. On le sait. Celui qui abattra le premier gagnera. Et à Félix Tshisekedi, il faut une stratégie maintenant. Félix Tshisekedi a besoin de stratégie d'anticiper. Oui. Parce que celui qui n'a pas le premier gagne. Il ne faudrait pas que c'est lui qui soit abattu. Il faut que Félix Tshisekedi se réveille aujourd'hui, remobilise ses troupes et dit nous allons en guerre. Parce que ça, c'est une guerre. Et la guerre, lui, il doit rester dans une guerre dans une même cette coalition, ça s'est déjà affiché. Cette coalition va se casser. Quand vous avez un ministre de la Justice qui écrit une lettre de remontrance au ministre de l'Intérieur, quand vous avez un ministre de la décentralisation qui écrit une lettre de remontrance au ministre de l'Intérieur, il se pose une question, le FCC fait tout pour bloquer la machine. Je comprends par le président d'une république bananière. C'est un président d'envoyer des dynamites à l'intérieur. Un président qui ne frappe pas n'est pas président. Un président qui ne sème pas la terreur dans le cas des adversaires, mais ce n'est pas président. Il faut dire la vérité comme ça. Je vous répliquer de façon dernier sujet du. Oui, je voudrais dire ceci. Oui, on peut vouloir être idéaliste, mais il y a quelque chose que nous n'arrivons pas à comprendre. Marcher sur les œufs sans les écraser. Sinon ce pays allait péter. Merci. Donc, je crois bien qu'avec l'échéance qui est en train de venir, à partir du 24 janvier, je crois que les choses vont changer. Aujourd'hui, Tshisekedi, c'est quelqu'un qui, aujourd'hui, politiquement, n'a pas une certaine arme entre ses mains. Mais à partir du 24 janvier, il pourra recouvrir. Mais il a une force, il est par le peuple. Merci. C'est qu'il prend. Non, mais attention, il ne faut pas exposer ce peuple-là pour le plaisir de l'exposer. Il faut savoir amener ce peuple-là à ce qu'il est en train de chercher. Mais tout en essayant de gérer de la manière la plus intelligente possible le fort. Merci Maurice Moussara. On termine avec ces sujets. Yves Bouya, vous aurez une minute. Moussara a une minute. Puis Christian Bossémé, une minute. Par rapport à ces sujets de la balkanisation de la République démocratique du Congo, il y a eu des alertes. Lorsque les religieux se sont mêlés, on a vu l'église catholique à travers les cardinals Ambongo, l'église protestante et l'armée d'Issali. Je vois ici au Congo nouveau, balkanisation, Emmanuel Ramazani Shadari ventre le boa. Emmanuel Ramazani Shadari s'est dit que non, voilà, ils étaient les premiers à dénoncer le fait qu'il se profilait à l'horizon l'esprit ou le projet de la balkanisation de la République démocratique du Congo. Ils s'en félicitent même que le fait qu'il y a le religieux et puis d'autres forces qui les rejoignent à ces moments. Écoutez, je serai flexible d'abord dans mon temps d'antenne. Vous voyez comment est-ce que tous, qu'ils soient chrétiens, qu'ils soient notre aîné, nous sommes contre cette coalition. Le divorce est devenu une demande populaire. Plus le temps, vous avez une minute. Non, je serai flexible. C'est
Aujourd'hui, une demande populaire, il faut qu'il y ait une rupture entre Félix et Kabila. C'est simple. Kabila qui a demande le peuple, comme le dit Félix Oisé, quoi, le peuple, au-delà de Yves Bouya, au-delà de l'UDPS, au-delà de Kofi Olomide, au-delà de Mukuna, le peuple demande la rupture. Les gens ne veulent plus de ces mariages incestueux. Les gens ne veulent plus voir Kabila contrôler les institutions du pays. Kabila doit se reposer calmement à Kingakati. C'est simple, il doit se reposer à Kingakati, laisser les nations... La balkanisation, non, j'ai encore mes quelques temps. Chadar, il doit se taire. Chadar, il ne doit même pas prendre la balkanisation. Ils doivent se taire, ces gens du FCC. Si aujourd'hui... Ils étaient les premiers à dénoncer. Non, ils étaient les premiers. Ils étaient les premiers à dénoncer. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils nous ont laissé comme Kabila, les Chadari, les Nova, les Bochab, les Minaku, nous ont laissé comme patrie? Une nation déchirée. Ils ne peuvent pas parler, ils doivent se taire. C'est les gens aujourd'hui qui ils ont toujours levé le temps pour parler parce qu'il y a un Félix qui protège toutes ces têtes-là. Toutes ces têtes-là, parce qu'il y a un Félix qui refuse d'aller de fouiller dans le passé. Merci. Ces gens doivent se taire. Merci beaucoup. Ils n'ont rien fait. La balkanisation aujourd'hui, moi, je suis pour le propos. Non, je suis pour les propos de Martin Fayoulou. Merci. Je suis pour les propos de Ambongo. Je suis pour le propos de Ambongo de Fayoulou. Nous devons travailler pour mettre fin à cette balkanisation et non Chadal. Merci. Je voudrais dire ceci. De la balkanisation de Freddy Mulumba, on est à la balkanaphobie de Fayoulou, de Mouzito et d'Ambongo. C'était depuis le Lumba là. Non, moi je parle je parle de balkanaphobie. Oui, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire qu'on veut surfer sur une corde sensible pour le peuple, pour je ne sais quel dessein. Mais je voudrais vous dire ceci, je l'écris même dans mon livre qui va sortir bientôt. Parce que cette histoire-là, la balkanophobie, c'est quoi? C'est un aveu d'échec de l'élite politique et intellectuelle congolaise à imaginer un pays où il fait bon vivre, à construire un pays plus beau qu'avant, comme dit par le père de la problème qui se pose à nous, et anticiper. Je voudrais vous dire ceci. Aujourd'hui, nous sommes, 60 ans après, nous sommes un pays archipélisé. Ça veut dire quoi? Un pays qui a des pans entiers du territoire qui ne sont pas reliés entre eux et dont les espaces périphériques éloignés de la petite fenêtre océanique que nous avons regardent par la force des choses vers l'extérieur. Je voudrais vous dire, c'est par exemple, nos compatriotes des pays, de Boutelo et consorts, quand ils veulent faire les affaires, ils vont où? Ils vont au Rwanda. Quand ils veulent voyager, ils ont besoin de passeports. Parce qu'ils ne peuvent pas avoir les passeports. Ils font quoi? Ils vont chercher les passeports au Rwanda, ils vont chercher les passeports au Burundi, ils vont chercher les passeports en Tanzanie, ils vont faire ceci. C'est-à-dire que notre mode de gestion du pays a déjà balkanisé le pays. Hein? Est-ce que vous comprenez cela? Deuxième chose. Aujourd'hui, le Congo... le Congo, c'est quoi aujourd'hui? Le Congo, c'est un pays qui nous environne et qu'on sort. Et nous n'avons pas eu à nous adapter à la mutation géopolitique. C'est ça. Donc sur le plan géopolitique, nous n'avons pas aussi réussi à construire un État. Un État, c'est quoi? Un État aussi, c'est tous les facteurs puissance autour de l'État. Mais nous ne sommes rien. Nous ne sommes rien. On termine avec vous. Vous avez aussi une minute comme les autres. Ramazan et Chadar, ils s'en félicitent déjà le fait que le religieux, d'autres forces se rejoignent à l'idée du PPRD qui dénonçait déjà à son temps ces procès. À celui-là. Mais la question de la balkanisation, elle est beaucoup plus importante pour moi, pour la parler en une minute. C'est vrai qu'on ne sera pas... Je ne serai pas... On va continuer le débat. Je réponds simplement à une chose. La balkanisation, elle est réelle. Les pressions de la balkanisation sont réelles. Ce que M. Ambongo a dit est réel. Ce que M. Okofo a dit est réel. Le premier à parler de la balkanisation, c'est M. Lumumba qui est parti. Cette pression existe depuis très longtemps.
très longtemps. Donc aujourd'hui, c'est à nous, peuple congolais, de nous dire ce que nous voulons pour demain. Voilà comment moi je pourrais dire. La responsabilité, ce que nous avons aujourd'hui, c'est que faisons en sorte que cette génération ne soit pas la dernière à voir le Congo dans cette configuration. Battons-nous pour que nos enfants trouvent le Congo comme ça. Si nous faisons des exploits, annexons le Rwanda, envahissons le Rwanda et prenons le Rwanda, faisons un district du Congo. Maxime, je serai peut-être impoli. Je voudrais vous dire ceci. Depuis 60, quelle route nous avons construite nous là, pour relier le Kivu au reste de la République? Quelle route? Est-ce que vous savez que les routes forgent les sentiments nationaux? On peut aussi ce débat on va lire le... Donc il y a beaucoup à dire là-dessus. Moi je ne m'inscris pas dans la thèse d'Ambongo de Mouzito et consorts parce que j'appelle ça la balkanophobie. Balkanophobie, c'est à lire dans les différentes éditions de journaux. On va lire les différentes préoccupations de téléspectateurs, auditeurs, la situation. On peut lire un peu les préoccupations de nos auditeurs là. La situation de l'Unikin a été prévisible. L'UAC a mal dû gérer la décision du Premier ministre d'empêcher au ministre de fonctionner dans les établissements supérieurs qui, autant en permettant à ces derniers de s'enrichir scandaleusement. Salut Kiosque, les FCC créent la crise dans toute l'étendue de la RDC pour que le peuple se soulève contre Tshisekedi. Il est temps que les présidents prennent les choses en main. Fini les temps d'observer les FCC Francky depuis quelque part. Bonjour mon frère Christian, j'ai une question pour les présidents pour Akabwana, Nakabila et Zosenga Nini. Ça c'est. Je suis. Puissiez-vous obtenir des explications claires du ministre de l'ESU sur les barèmes des frais fixés par l'UEC qui est décédé par les différents comités de gestion de universités. C'est Oscar depuis quelque part. Téléma Moana Mapinga confirme sa marche du 14 janvier 2020 et demande au gouverneur de réagir pour qu'ensemble prenons de mesures sécuritaires. Voilà, c'est la fin de cette émission Kiosque qui a eu le réel plaisir de recevoir pour vous ces jours Christian Bossende de Congo Base. Merci Christian Bossende pour le temps disposé. Moïse Moussangana, analyste politique. Moïse Moussangana, merci pour le temps disposé également. Ouais. Merci pour le temps disposé. Ouais, vendredi. Le lundi, on va continuer le débat. Les vieux encore à dire. Yves Bouillal de CNews, merci à Lendy. C'est ça, Lendy. On ne peut pas continuer le débat sur la balkanisation. Fidèles auditeurs, téléspectateurs de Canal Congo Télévision Radio du Botel Kinshasa, vous étiez nombreux à suivre cette émission. Je vous dis merci de votre attention soutenue. La mission a été réalisée par Alain Kabongo, derrière les caméras, l'imperturbable Moro Nzambe, Karine et Bébé. La production assurée de maître par Doudou Montire. On se retrouve donc le lundi pour notre numéro de l'émission Kiosque. Ça sera avec le sujet sur la balkanisation. D'ici là, portez-vous bien. Le programme continue sur Canal Congo Télévision Radio Liberté.